Merci Guy et merci encore à tous et à tous de nous donner l'occasion. Alors, j'ai essayé de faire un résumé vraiment extemporané, comme on dit médicalement, puisque j'ai fait mes diapositives pendant les séances de ce matin. Et donc, vous avez notamment quelques diapositives que je n'ai pas eu le temps de retraduire, puisque c'est pendant la dernière communication qui, je pense, est probablement une des communications qui vous intéressera le plus. Donc, depuis jeudi, vous aviez 550 personnes qui étaient dans l'amphithéâtre en dessous, qui sont venues comme tous les 18 mois, puisqu'en fait on se retrouve tous les 18 mois, on a décalé notre rythme, pour discuter à la fois des études cliniques que nous menons et auxquelles certains d'entre vous participez, mais aussi des avancées de la science, des avancées des connaissances, et vous allez voir une certaine ouverture sur des nouveaux champs pour nous. Donc je vais essayer de vous faire un tout petit bilan de ce qui s'est passé. Alors au début, j'ai repris les choses de manière très classique, vous m'en excuserez. Première chose, c'est finalement vous parler maladie par maladie, parce que c'était l'ordre des journées et que je ne pouvais pas tout repenser. Donc vous savez que les lymphomes T, c'est relativement rare, environ 10-12% des lymphomes qu'on rencontre chez l'adulte. On a eu une mise au point importante. C'est une maladie qui est encore hétérogène, qui est encore difficile à comprendre sur le plan biologique. Et la classification des lymphomes, la classification de l'Organisation mondiale de la santé a été réactualisée cette année. Et notre collègue professeur Laurence Deleval nous a fait une mise au point sur les nouvelles entités. Peut-être que pour vous, ça ne signifie pas grand-chose, ces questions d'entité. Vous savez, quand on discute avec vous, c'est ces mots compliqués qu'il y a en bas des comptes rendus anatomopathologiques, la sous-forme bidule, le lymphome T de type lymphadénopathie angio-immunoblastique ou de type forme non otherwise specified, c'est-à-dire forme sans spécification précise. Donc, vous voyez, donc là, les progrès de la biologie nous conduisent petit à petit à ségréger et à identifier dans ces maladies des formes particulières avec des anomalies particulières. Et vous savez que c'est un lymphome qui malheureusement est encore grave et dont on guérit comme pour les autres, mais plus particulièrement pour celui-là, insuffisamment bien les patients. Et donc ça nous laisse entrevoir peut-être des thérapies ciblées pour différentes formes de lymphome T, même si on est en amont. Il y a eu un focus sur deux formes rares, très rares. L'un parce que c'est dans l'actualité et parce qu'on a été saisi en tant que groupe par l'Institut national du cancer sur les lymphomes qui surviennent chez des femmes porteuses de prothèses mammaires. C'est très rare, il faut se rassurer. Il y a 400 000 personnes, femmes en France, qui a priori ont une prothèse mammaire. Il y a eu 29 cas. Bon, c'est trop. Je rassure déjà une première chose, la plupart des cas sont extrêmement bénins, c'est-à-dire qu'en fait c'est une réaction inflammatoire qui a l'aspect d'un lymphome, mais si on enlève la prothèse, qui n'est peut-être pas bénin esthétiquement, mais si on enlève la prothèse, les choses régressent. Mais bon, on essaye de comprendre, et il y a des travaux d'amont, et on a organisé une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale pour que tous les cas soient pris en charge de manière optimale avec des experts à la fois de scénologie, de radiologie et bien sûr du lymphome. Et puis un petit mot sur une autre maladie très rare qui est le lymphome associé à un virus qu'on appelle HTLV1, qui est très peu fréquent en France, mais on reçoit des patients, notamment antillais, puisque il y a des régions d'endémie dans le globe, et c'est notamment aux Antilles, et un de nos collègues de Necker nous a présenté des nouvelles techniques. Voilà. On a des études qui se déroulent, je ne vais pas les détailler, et qui sont en cours, une qui se déroule au niveau international et avec la France pivot, et une autre qui devrait se dérouler bientôt. Le lymphome de Hodgkin, ben là, voilà, on passe finalement d'un des lymphomes les plus graves à un des lymphomes qu'on guérit le plus. Bon, il y a eu des résultats de la convergence de plusieurs études européennes pour comparer ces chimiothérapies un peu plus toxiques qu'on appelle le BICOP, mise au point de l'autre côté du Rhin par nos amis allemands, versus le traitement classique à BVD qui avait été mis au point en Italie, avec toujours un tout petit avantage pour le BICOP, mais avec une toxicité supplémentaire. Donc c'est vrai que vous savez que c'est une maladie où une partie des patients, pas tous, mais sont jeunes, et notamment dans la troisième décade de la vie, entre 20 et 30 ans. Donc faire plus toxique avec le risque d'effets secondaires versus faire un peu moins toxique, c'est un débat, il y a eu des arguments. Il y a quelque chose qui est important, qui a été identifié dans cette maladie, j'y reviendrai un tout petit peu, c'est l'intérêt du PET scanner, donc vous savez tous ce que c'est. Et ce qui est nouveau dans l'interprétation de cette maladie, comme dans d'autres lymphomes, c'est non plus la mesure du nombre de ganglions, de leur taille, mais
de leur capacité à capter le glucose. C'est ce qu'on appelle le volume métabolique. On fait la somme de toutes les captations de glucose et ça semble être un indicateur. Et puis un travail sur les greffes dans les rechutes qui nous montre que même si on a fait des progrès, ça demeure insuffisant et c'est la question finalement du positionnement des nouveaux médicaments. Vous savez qu'il y a 2 grandes familles de médicaments dans le lymphome hodgkinien qui sont développés. L'un qui est un anticorps couplé à une toxine, donc finalement c'est un anticorps qui prend la drogue de chimiothérapie, mais la drogue de chimiothérapie n'est active que quand elle rentre dans la cellule. Donc c'est le brintuximab vétodin ou Adcetris. Et puis l'autre, c'est ces médicaments d'immunothérapie dont le Dr Christophe Clot vous parlera tout à l'heure, et dont Hervé Guéquière, je crois, vous a parlé tout à l'heure aussi, et c'est le nivolumab, pembrolizumab, etc. Et voilà, c'est des choses extrêmement importantes, mais il faut qu'on se méfie d'une chose, ces médicaments sont extrêmement... donnent des résultats fantastiques, mais eux aussi ne sont pas dénués d'effets secondaires. Et je sais que vous avez eu un débat sur le coût des médicaments et autres, quand même se pose la question, est-ce qu'on prend le risque de mettre ces médicaments très précocement, alors qu'il y a des effets secondaires qui parfois sont graves et sérieux, dans une maladie ou dans les formes localisées de mon pronostic, on guérit 97-98% des gens. Donc vous voyez, il y a des balances à faire là, avec ces choses-là. Lymphome du manteau, on a une analyse de la grande étude qu'on a menée qui s'appelait LIMA, qui pose la question du traitement d'entretien par rituximab, quelque chose qu'on avait développé dans le lymphome folliculaire avec le protocole PRIMA. Traitement d'entretien par rituximab après autogreffe, c'est des résultats qui seront communiqués à l'ASH. Je peux vous dire que ces résultats sont encourageants pour les patients avec un lymphome du manteau et permettent d'améliorer de manière significative les résultats. Et puis vous savez que le lymphome du manteau, c'est là où y arrivent ces nouveaux thérapies ciblées, les fameux inhibiteurs de la bruton tyrosine kinase, une protéine qui signalise à l'intérieur des cellules, thérapies ciblées qui ont été disponibles en France depuis environ 2 ans. Et la question, c'est pareil, leur place. Est-ce qu'il faut les mettre en première ligne? Est-ce qu'il faut les mettre en rechute? Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'il faut les utiliser seuls, en combinaison? On a eu plusieurs discussions là-dessus. On a un projet de travail qui s'appelle LIMA 101, puisqu'on fait la suite du LIMA, dans lequel on va combiner ce médicament avec un autre médicament, pas détaillé, qu'on appelle le venetoclax, qui cible une autre protéine de la cellule qui est BCL2, et avec un anticorps anti-CD20, dans l'idée de développer finalement une prise en charge du lymphome du manteau peut-être différente de la chimiothérapie. Alors, je suis toujours très méfiant sur ces histoires de sans chimiothérapie, parce que sans chimiothérapie, ça ne veut pas dire sans toxicité. Ça veut dire d'autres médicaments avec d'autres toxicités. Mais c'est quand même quelque chose que l'on trouve intéressant comme approche, parce que c'est des molécules qui vraiment ciblent les anomalies spécifiques dans la cellule. Donc cette étude devrait commencer à avoir le jour là, durant cet automne. Les premiers centres LISA vont participer. Les autres lymphomes indolents, le lymphome folliculaire, alors bon, ce n'est pas directement à vous que je m'adresse, mais plutôt à mes collègues médecins, mais vous savez que PRIMA, c'est une étude qu'on a menée en 2004, donc on est en train d'essayer de faire la mise à jour à 10 ans de cette étude. Pour nous, c'est important d'avoir ces résultats à 10 ans, pour vous encore plus, parce que si on va sur les sites internet et si on lit ce qu'ont écrit les experts, on disait que c'est une maladie incurable. Et en fait, avec les résultats de PRIMA déjà à 6 ans, les patients qui avaient répondu à la chimiothérapie, c'est-à-dire la majorité des patients, avec le traitement d'entretien par rituximab, environ un peu moins des 2/3, 60%, n'avaient pas rechuté. Donc on essaye de voir ce qui se passe à 10 ans, et je ne peux pas prédire, puisqu'on est en train de mettre à jour l'étude, mais s'il y a une proportion très substantielle de patients qui n'ont pas rechuté à 10 ans, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont guéris de cette maladie, et il faudra voir, il faudra aller à 15 ans, ce sera difficile. Traitement sans chimiothérapie, et puis là, c'est un certain nombre de protocoles qui reposent sur l'immunothérapie, des combinaisons de drogues d'immunothérapie, relevance, galène, flirt, je ne vais pas les détailler, qui sont les protocoles en cours, avec un gros travail de suivi immunologique des patients, et vous en parlerez tout à l'heure avec Christophe Cot et d'autres collègues. Pour les autres lymphomes indolents, vous savez que c'est des lymphomes qui sont plus rares, qu'on a parfois des difficultés à classer, donc on en a discuté, et dans lequel le rôle des médicaments est difficile à évaluer parce que c'est de multiples petites entités. Donc c'est jamais très facile à travailler. Donc on a des efforts à faire. Et c'est pas très facile puisque comme c'est rare, il est difficile de monter des études, difficile de monter des protocoles, de prouver qu'on fait mieux avec un traitement nouveau. Et c'est un des enjeux pour l'avenir. Enfin, dernière grande catégorie de lymphome, c'est le lymphome B à grande cellule, le plus fréquent, environ 35 à 40% des cas de lymphome. Donc on a vu ce matin pour la première fois
et de manière confidentielle. Les résultats d'une étude qui testait, évaluait un traitement d'entretien après chimiothérapie par un médicament qu'on appelle le lénaludomide, qui est un médicament qui a son AMM dans l'autorisation de mise sur le marché dans le myélome, avec des résultats positifs, mais pas complètement définitifs, je dirais, sur le terme positif, c'est-à-dire que ça retarde la progression de la maladie, mais on ne voit pas encore de bénéfices à long terme, notamment en termes de survie, ce qui, dans ce type de lymphome, est quand même un critère important de jugement. C'était sur une population de patients un peu plus âgés, de 60 à 80 ans. Donc on va travailler les résultats de cette étude, essayer de comprendre et de comprendre comment vont les choses. Là aussi, les résultats seront dévoilés en communication orale par une ancienne lyonnaise, d'ailleurs, à l'ASH. On a des études qui démarrent en associant des nouvelles thérapies ciblées au rituximab CHOP, tamézétostat, antosplétimide, des études. Et bien, le traitement des rechutes est toujours difficile et le professeur Bertrand Coiffier, qui faisait une communication plénière hier, puisque c'est un peu le moment de son départ officiel à la retraite et que c'était pour nous un moment émouvant parce qu'on on a tous grandi les uns les autres. On en parlait avec Catherine Seban tout à l'heure, sous son mentorship, comme on dit, sous son aile. Et si on est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Il nous a fait un exposé sur le traitement des rechutes, toujours difficile, et avec un message principal, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de rechute. Donc il faut travailler sur les premiers traitements parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rechute dans cette maladie. Voilà. Alors, on avait demandé à un certain nombre de nos collègues un peu plus jeunes de réfléchir aux enjeux pour demain et de travailler sur des nouveaux objectifs pour le LISA. Et là, c'est quelque chose qui, je pense, va vous intéresser, qui ont été soulignés par la présentation d'ailleurs d'une collègue venue de Washington qui travaille en épidémiologie, en santé publique, et avec l'idée de travailler un peu plus sur ce qu'on va appeler l'épidémiologie clinique, c'est-à-dire de créer non pas uniquement des études évaluant des médicaments, mais des études dans lesquelles on va colliger ce qui se passe. Colliger ce qui se passe, ça veut dire colliger éventuellement ce qui s'est passé avant qu'un patient ne devienne un patient, c'est-à-dire son exposition à des risques personnels, professionnels, habitudes de vie, exposition à des toxiques et autres, en évitant peut-être des choses trop compliquées, mais là, il faut qu'on en discute. Peut-être que ce sera certains patients dans certains centres, et en colligeant les données, bien sûr de biologie, parce que c'est essentiel, je vais y venir, mais aussi de suivi de ces patients. Donc c'est ce qu'on appelle les cohortes de vie réelle, et le groupe a décidé de commencer à s'y investir. C'est important aujourd'hui parce que je vous parlais de ces entités rares. À défaut de les capturer, les informations dans des études de protocoles de soins, essayons au moins de voir comment, dans la vie réelle, ces patients sont pris en charge. Et puis, deuxième notion, qui là aussi été soulignée par notre collègue Lindsay Morton, qui a publié un certain nombre de données importantes qui sont le suivi à long terme des patients, notamment la détection de complications tardives de nos traitements. Alors, je vous en parlerai un tout petit peu avec le projet Simonal. Il y a les données de qualité de vie. Je pense que c'est un enjeu pour vous, c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu de santé publique. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Si vous voulez, Nicolas Mounier vous présentera une autre fois, je crois, des données plus détaillées de Simonal. Mais il faut aller prendre des informations sur des gens qui ont été traités il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On espérait avoir accès aux données de sécurité sociale individuelles des gens. C'est ce qui nous avait été... on avait quand même l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis en fait, le Conseil d'État n'autorise pas à ce qu'on lit les données de sécurité sociale de quelqu'un, ce qui fait qu'on pensait avoir la consommation de médicaments des patients traités il y a 15-20 ans avec leur identité. Nous n'y arriverons pas, sauf sous la forme des déclarations de patients, mais on sait comment ça aurait pu être plus riche si on avait d'informations, si on avait pu avoir cela. Voilà, donc ça, c'est des objectifs que l'ISA se fixe pour les 5 prochaines années. Les autres messages clés, c'est bien sûr aussi de pouvoir évaluer plus rapidement l'apport de nouveaux médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et on a eu une communication jeudi d'un de nos collègues de New York qui a refait le point sur des choses sur lesquelles on travaille nous beaucoup dans le LISA, qui sont les nouvelles techniques d'imagerie, le PET scanner précoce, l'adaptation du traitement selon le PET scanner, et des choses qu'on développe pour l'instant que de manière un petit peu pilote, mais qu'on va mettre en place dans les études que je mentionnais, qui sont
ce qu'on appelle l'ADN circulant, c'est-à-dire qu'en fait, la cellule du cancer, elle meurt même avant qu'on fasse un traitement, et sa trace génétique, donc l'ADN de la cellule, peut être détecté dans le sang circulant. Et il semble que, en suivant la quantité d'ADN dans le sang circulant, on ait une mesure indirecte de la qualité, l'efficacité des traitements. Donc, c'est des outils qu'on veut mettre au point et qui sont là. Alors, l'ensemble de ça, eh ben, ça va vers ce qu'on appelle la médecine de précision, et je pense que s'il y avait un message à retenir, c'est ça. Alors, le mot est un peu galvaudé, et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'explication en France, donc j'ai pris cette diapositive. Mais vous voyez, en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, et vous le savez, c'est on a proposé aux patients des traitements qui fonctionnent, et qui, pour certains, fonctionnent très bien, mais qui, malheureusement, quand vous regardez le diagramme de gauche, il y a des patients qui ont un bénéfice, il y a des patients qui n'ont pas de bénéfice, et des patients qui ont des effets secondaires, parfois graves. Donc, l'idée, c'est qu'en caractérisant mieux les maladies, mais aussi le patrimoine des individus, on arrivera petit à petit, et on commence, on n'y est pas encore, c'est un long chemin, mais à identifier le médicament A pour le patient, une catégorie de patients, le médicament B pour un autre, réduire les effets secondaires, réduire les toxicités, et avancer comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment complètement du futur? Je dirais pas totalement, parce que on a engagé, et je vais y venir, un large programme d'études des séquences des maladies des patients. Et ce séquençage de nouvelle génération, on va le mettre en place dans une étude. Je m'aperçois que ce n'est pas la bonne présentation que j'ai là, ce n'est pas la dernière version. Donc je vais improviser pour les slides qui manquent. Mais cette étude qui s'appelle RT3, qu'on met en place actuellement, vise à ce que pour tout nouveau patient atteint d'un lymphome B à grande cellule, on soit capable, dans le mois qui suit, de caractériser complètement la maladie avec ces outils de séquençage de nouvelle génération, savoir quelle forme il a, ce qu'on appelle GC, non GC, savoir le profil de gènes qui sont mutés et un certain nombre d'autres caractéristiques de la maladie. Donc c'est des choses qu'on sait faire, mais ce qu'on ne savait pas faire encore aujourd'hui, ou ce qu'on n'était pas organisé pour le faire, c'est de le faire, comme on dit, en temps réel, c'est-à-dire, on ne peut pas le faire avant le traitement, parce que bien souvent, il faut traiter les patients assez rapidement après le diagnostic, mais c'est de le faire dans le mois, ce qui nous laisse la possibilité de construire ensuite des études où réellement, en fonction des résultats de ces analyses, on pourra introduire le médicament A plutôt que le médicament B. La deuxième chose dans cette médecine de précision sur laquelle on travaille, c'est l'étude des cellules immunitaires et de leurs fonctions. Il y a des cellules cancéreuses qui se développent parfois dans l'organisme et qui sont éliminées. On sait que notre système immunitaire est annihilé et bloqué par les cellules tumorales. Donc, toutes les études qui sont menées sur le micro-environnement des ganglions, sur ces cellules qui sont là et qui infiltrent les ganglions, qui sont capables de donner une réponse, c'est des choses qu'on a mis en place dans les protocoles des lymphomes folliculaires, Relevance et Galen, y compris même dans le troisième. Et c'est des choses qu'on veut maintenant conduire à une nouvelle échelle pour les prochaines études. Puis, je vous ai déjà parlé de l'imagerie avec cette nouvelle notion de volume métabolique qui, là aussi, devrait permettre de personnaliser le traitement. On est en train de construire une étude dans les lymphomes de Hodgkin un peu graves, ou les formes les plus graves des lymphomes de Hodgkin, où, en fonction des résultats de l'imagerie du départ, on essaiera de désescalader ce fameux BICOP un peu plus lourd, un peu plus toxique, en faveur d'autres données. Voilà, donc je pense qu'on avance là-dessus. Si, ça va être bon. Meilleure prise en charge des patients, c'est un objectif, comme je dis, multiforme ou avec plusieurs facettes. C'est guérir le patient, c'est être attentif aux formes rares, je vous l'ai dit, parce qu'il ne faut pas laisser des familles de lymphomes orphelins. C'est s'adresser à la population âgée, qui est plus difficile à traiter. Alors, je ne néglige pas l'adolescent jeune adulte qui était cher à FLE il y a 1 ou 2 ans, mais la population âgée, c'est une population qui est vulnérable et dans laquelle il faut adapter nos traitements. Vous savez qu'on conduit une étude qui s'appelle Senior chez les patients de plus de 80 ans. C'est assez exceptionnel, en lien avec des études qu'on a menées depuis plusieurs années. Il faut qu'on y... Voilà. Et puis, nos jeunes collègues ont dit, d'ici 10 ans, alors 10 ans c'est loin, mais c'est un objectif ambitieux, c'est de diminuer de 50% le nombre de patients en échec du traitement. Donc,
nos collègues ont dit voilà, ça doit être l'objectif du LISA, c'est déjà ça. Bien sûr, on préférerait le diminuer de 100% et qu'il n'y en ait plus, mais on sait que plus on fait des progrès, plus la catégorie de patients qui sont en échec des traitements devient restreinte, mais de plus en plus difficile à traiter. Voilà, personnaliser les traitements, la qualité de vie. Alors finalement, j'ai bien quelques diapositives sur Simonal. Alors, Simonal, qu'est-ce que c'était? C'était un travail qu'on avait mené avec le soutien, comme je vous l'ai dit, de l'assurance maladie, avec le CHU de Nice, et dont les objectifs étaient d'évaluer la toxicité à long terme chez des patients qui avaient participé à des essais thérapeutiques au-delà du protocole, donc 5 ans, 10 ans après. Donc pour éventuellement voir s'il y avait des toxicités spécifiques avec le rituximab, voir quelles étaient les interactions avec des facteurs de risque résiduels, avec des chimiothérapies plus ou moins intensives, avec la réalisation de greffes, de traitements d'entretien, de radiothérapie et des thérapies ciblées. Alors, cette diapositive, elle vous montre que vous avez très largement participé. Alors, peut-être que pour ceux qui découvrent ce genre de chiffres, c'est insuffisant, mais il y a 3400 questionnaires pratiquement qui ont été envoyés. Vous voyez que malheureusement, tant mieux, les gens déménagent, donc il y a des gens dont on n'arrive plus à retrouver les adresses. Il y a 25 patients qui ont refusé de participer. Je sais que le questionnaire était long et qu'il faisait 30 pages et que c'était fastidieux. Et il y en a qui n'ont pas répondu, sans rien dire. Mais il y a un taux de réponse de 50%. Pour tous les gens qui travaillent dans ce domaine, 50% de taux de retour de questionnaire envoyé individuellement au domicile des gens, c'est un taux de retour relativement élevé. Donc, c'est une donnée sur 1600 patients. Alors, probablement très peu d'entre vous ont été concernés ici, puisque c'est des patients traités il y a 10 ans pour la plupart. Je ne vais pas vous montrer tous les résultats. Encore une fois, Nicolas Mounier doit les partager avec vous sous une forme présentation. Je montre juste une diapositive, et je sais que votre président Guy Bouguet est très attaché à cette question. C'est une diapositive sur les échelles de fatigue. On demandait aux patients de travailler, de nous dire le type de fatigue qu'ils avaient. Alors, je suis désolé, la diapositive est en anglais, il y a des anagrammes absolument incompréhensibles. Il y a la notion de fatigue générale, de fatigue physique, d'activité quotidienne réduite, d'activité mentale ou d'activité d'initiative, la motivation. Donc vous voyez qu'il y a des progrès à faire, puisqu'en termes de fatigue générale, c'est le premier diagramme sur la gauche, de fatigue physique, il y a une fatigue à long terme liée au traitement, aussi probablement en termes de motivation, de manière beaucoup plus légère, mais un petit peu aussi en termes de capacité mentale. On a décelé que de manière très discrète, mais un certain nombre de patients signalaient des troubles de mémoire, des difficultés d'attention, de mémorisation. Donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir, parce que c'est des enjeux, c'est pas facile, ces échelles, c'est pas facile de mesurer la qualité de vie. C'est le report par les patients eux-mêmes, et on a vu qu'il y avait eu un petit biais dans le type de patient qui avait reporté les effets secondaires, mais c'est important. Puis on ne connaît pas toujours l'état ou les difficultés du patient avant sa maladie. Mais c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles on va essayer de travailler. Bon, je passe très vite sur cette diapositive, peu importe, c'est les facteurs qui sont associés. On essaiera de vous la mettre dans un langage plus clair avec des chiffres qui sont compréhensibles. Ce qui est clair, c'est que, outre l'âge, outre le surpoids, outre le fait d'avoir déjà eu une maladie avant, c'est-à-dire une maladie cardiovasculaire, une maladie pulmonaire ou autre, le fait d'être anxieux ou dépressif, le fait d'avoir été fatigué pendant le traitement est un facteur de risque pour être fatigué 10 ans après le traitement. Voilà. Donc, pour y arriver, on se doit, nous, au LISA, de continuer à travailler en élargissant le champ des intervenants dans notre discipline et dans nos travaux scientifiques. Je vous ai parlé d'épidémiologie, je vous ai parlé de fatigue, je vous ai parlé de qualité de vie. Ça va nécessiter des nouvelles compétences au-delà de celles classiques qu'on avait de médecins chimiothérapeutes ou de médecins adeptes de thérapies plus modernes, de médecins imageurs, anatomopathologistes et biologistes. C'est aussi pour nous de très gros efforts de structuration, parce que les enjeux deviennent complexes. Si on veut faire des cohortes prospectives d'épidémiologie clinique, auprès des centres cliniques, il faut leur donner les moyens. Et puis si on veut faire toute la biologie dont je vous ai parlé, ça nécessite aussi de s'organiser. Pour l'instant, cette fameuse étude RT3, on l'a fait d'abord avec un lieu centralisé en France où seront faits tous les prélèvements, mais très rapidement, il y a une deuxième phase de l'étude où il y aura 6 centres ou 8 centres, on n'est pas encore formel, qui, avec un contrôle de qualité, feront ces mêmes tests de manière à ce qu'au niveau de chaque région, il y ait des centres de référence qui puissent
agglomérer ces résultats. Puis pour nous, c'est un effort aussi important de nouveaux moyens à aller chercher pour mener ces études et mener cette structuration. Voilà, je finis avec un petit message. Je sais qu'un certain nombre de mes collègues, durant leur présentation aux journées, ont à nouveau remercié les patients pour leur participation. D'autres ont noyé ça dans les remerciements plus généraux. Moi, je tiens, en tant que président du LISA, à remercier les patients. Franchement, les études cliniques n'ont lieu que parce que vous et vos proches y participent, que parce qu'on arrive ensemble à avancer. Et je sais que France Lymphome Espoir, notamment de ce côté-là, a toujours apporté un soutien à la recherche clinique et aux travaux qui sont faits dans ce domaine. Et on tient publiquement à vous les remercier, et ce qui me donne l'occasion, en avance, de vous souhaiter un très bon anniversaire pour vos 10 ans. Merci. Ça fait chaud au cœur quand même. C'est vrai que c'est une tendance qui est maintenant, qui arrive en France, c'est de remercier les patients. C'est vrai qu'on est au cœur de tout ce qui se fait dans la science, et merci Gilles. Moi, je suis toujours épaté parce que Gilles nous présente, parce qu'il y a quand même une fertilité dans la recherche française. C'est vraiment extraordinaire, et je peux vous dire qu'on a quand même, je le répète tous les ans, mais on a vraiment de la chance en France, parce qu'on a tout ce domaine de recherche qui est hyper actif et qui nous permet aussi d'avoir accès à des traitements innovants, bien souvent en amont de ce qui se fait ailleurs. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Encore une fois, comme tout à l'heure, il y a des hôtesses qui sont dans la salle avec les micros. Eh bien non, il n'y en a pas peut-être. Christophe joue le rôle d'hôtesse. Voilà. Mais en attendant, moi je poserai la première question. C'est sur Simonal. Je me suis demandé pourquoi il y avait ce biais au départ où vous avez ciblé uniquement les patients qui étaient engagés dans un essai clinique et non pas les patients en général. Parce que, là encore, c'est les patients pour lesquels on dispose des données. C'est-à-dire, c'est les patients sur lesquels on sait quel a été leur traitement, on sait si le traitement a été efficace, on a suivi les patients, on sait si malheureusement certains patients n'ont pas répondu au traitement, sont décédés. Donc, il fallait bien des patients sur lesquels on avait déjà des données interprétables sur le type de traitement qu'ils avaient reçu, tout ça. Notre ambition est de travailler sur ces fameuses cohortes générales en dehors des essais cliniques. Mais déjà, travailler sur les essais cliniques où on peut, notamment lorsqu'on veut analyser les facteurs liés au traitement reçu, à la longueur du traitement, à l'intensité du traitement, à l'utilisation du rituximab ou d'autres médicaments demain, le seul moyen, c'est de savoir le détail de ces traitements. Et pour ça, c'est les patients des études thérapeutiques. On verra, vous verrez, il y a des résultats justement sur le rituximab et l'effet du rituximab. Il y a un certain nombre de biais qu'il faut prendre en compte sur le fait que les patients qui ont reçu du rituximab sont des patients traités plus récemment que ceux traités. Il y a près de 200 patients qui ont participé à une étude qui s'est déroulée de 1993 à 1999, je pense, qui ont répondu. Bon, le rituximab n'existait pas, mais c'est 200 patients qui ont répondu à des études d'avant le rituximab. Voilà, il faut prendre en compte ces biais, et ça, voilà, en l'absence de données de collecte générale de tous les traitements reçus par tous les patients français, qui n'existent pas, ces données-là, malheureusement. Et je pense que c'est intéressant, on en parlait hier avec Catherine Rioufol concernant justement les médicaments avec les risques d'effets secondaires et tout ça. On manque de bases de données là-dessus, il faut les construire. On a une démarche auprès de l'Institut national du cancer sur un soutien pour ces cohortes. On va travailler avec des épidémiologistes qui sont intéressés, Alain Monroe à Bordeaux, Marc Ménadier à Paris, Nicolas Mounier dans le Sud, et puis Delphine Bocorbouche à Lyon, enfin, et d'autres. Mais c'est un effort et il faut le construire. Et puis, il faut des moyens pour le construire. C'est-à-dire qu'un protocole thérapeutique, les gens disent, bon, alors, d'abord, des fois, il y a un partenaire industriel qui nous aide et qui nous cofinance. Et puis, même quand il n'y en a pas, on arrive à avoir des subventions liées à la recherche. Là, c'est un type de recherche qui est peu ou mal subventionné, et c'est un très gros effort. On avait la chance, avec Simonal, d'avoir, et c'est important, une subvention de l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais recueillir ce type de données, je peux te dire, c'est vraiment un enjeu majeur. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que vous vous intéressez aux patients, à la survie des patients, enfin, leur qualité de vie à long terme. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les patients vivent plus longtemps aujourd'hui après un traitement sur le lymphome. Question, là-bas, vous levez la main. Oui, j'ai vu ta note, Christophe, je la lirai à la pause.
Merci, Monsieur Salle, pour ce très bon résumé. Je voulais savoir, dans la vie pratique, et en particulier quand on prend le cas le plus fréquent du lymphome diffus à grande cellule B, dans le quotidien d'un patient qui est atteint par cette pathologie-là, quelle va être la conséquence, j'ai envie de dire, très pratique, ou l'illustration un peu de toutes ces sous-catégories, je pense en particulier GC, non-GC, dans le quotidien d'un patient, ça va se traduire par quoi? Tout dépend de ce que vous appelez le quotidien. Le quotidien, si c'est de savoir si les effets secondaires dont on vient de parler et autres vont être différents, je ne crois pas pour l'instant. À une réserve près. On met en place une étude, je vous l'ai dit, qui va évaluer un médicament qui s'appelle le tamésétostat, qui est un médicament qui cible une anomalie moléculaire précise dans le lymphome, qui est muté dans environ 20% des patients atteints de lymphome à grande cellule. Beaucoup plus fréquemment, c'est ceux qui sont GC que non GC, pour aller dans votre direction, mais qui visiblement a des effets aussi sur des patients qui ne présentent pas, dont la tumeur ne présente pas de cette mutation. Donc on a encore à comprendre. Il faut bien savoir que on marche et qu'en même temps on apprend à marcher, hein. C'est-à-dire on utilise ces nouveaux outils que nous apporte la génomique, ces nouveaux médicaments qui sont censés cibler quelque chose, et puis des fois il y a des effets que dans notre jargon on appelle off-target, ou peut-être d'autres mécanismes qui conduisent au même résultat dans la cellule. Donc je dirais que demain, et je ne sais pas si demain est 2017 ou 2019 ou 2021, je souhaite que ce soit 2017 ou 2018, mais allez, essayons d'avancer vite. Il est probable qu'on dise il y a un groupe de patients chez qui ce traitement est extrêmement efficace et il faut à tout prix le donner. Donc la conséquence pratique, ça sera que je ne pense pas que ce médicament va remplacer le R-CHOP, à voir, mais on sera conduit à proposer ce médicament-là associé à R-CHOP pour guérir plus de patients qui présentent cette anomalie. Donc concrètement, c'est ça. Concrètement, il y a actuellement 2 études qui se déroulent de par le monde, auxquelles quelques centres français ont participé. Alors, il y en a une qui est terminée et l'autre qui est encore en cours, où, au contraire, dans les non-GC, l'autre grande famille de lymphome B à grande cellule, ont été introduits un médicament comme l'ibrutinib, dont on sait qu'il ne fonctionne pratiquement que chez ces patients comme ça, et une autre étude avec le lénalidomide, qui là aussi ne fonctionne que pratiquement comme ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit tel médicament fonctionne sur telle forme, c'est le résultat d'études au laboratoire, c'est le résultat d'études préliminaires, d'études chez l'animal, d'études chez les premiers patients traités par la drogue quand elle est prise seule. Je ne peux pas vous dévoiler des choses qui ne sont pas publiques, mais des fois, il y a des concepts que l'on a qui sont magnifiques dans la science. Et je veux dire, je pense qu'on y est engagé pour la plupart d'entre nous, et Christophe le sait. Et puis, quand on révèle les choses à l'échelle clinique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait, voire même parfois très différent. Donc on est bien obligé d'avancer en marchant. Mais concrètement, l'avenir, c'est ça, c'est de dire, bon, et puis si ces médicaments se révèlent très efficaces, peut-être qu'on enlèvera demain du shop l'adriamycine, le produit rouge, l'anthracycline, parce qu'on sait que c'est un produit qui est susceptible à long terme d'avoir des effets cardiovasculaires. Donc peut-être que s'ils sont très efficaces, ils remplaceront un jour ces produits. J'en sais rien. Là, peut-être je me place longtemps en avance. C'est un médicament qui a permis de guérir tellement plus de patients qu'avant qu'il ait existé, qu'avant de l'enlever, on réfléchira à 2 fois. Mais voilà, ça peut être ça. D'enlever la vincristine, qui est ce médicament qui donne ces neuropathies, ces troubles des nerfs, et certains d'entre vous en ont reçu, avec cette perte de la sensibilité, cette perte du doigté, voire parfois des complications plus graves. Donc si on peut petit à petit avancer et éliminer, en les remplaçant par des médicaments plus ciblés ou des médicaments moins toxiques, en fonction de ces données-là, les médicaments les plus toxiques, tout en guérissant plus de patients, je pense que c'est un bon objectif. C'est une question sur les assurances. Le droit à l'oubli. Les patients guérissant de plus en plus et de plus en plus vite. La loi, je ne sais pas trop comment, sur les assurances, avait chiffré une quantité d'années pour
donner le droit à l'oubli aux patients qui étaient guéris et leur donner ainsi le droit de pouvoir contracter des assurances lorsqu'ils achètent un bien, soit immobilier, soit un achat important, au taux normal. On nous avait promis, alors bon, le droit à l'oubli existe pour une autre pathologie, mais je ne me souviens plus laquelle. En tout cas, on nous avait promis un droit à l'oubli pour les lymphomes de Hodgkin. Ça devait arriver début d'année 2016, et là, bon, sauf si je ne suis pas informée, on n'entend rien filtrer. Voilà. Est-ce que, en tant que groupe coopérateur, le LISA, est-ce qu'on vous demande des choses sur le... Alors, je ne sais pas si ma réponse va vous satisfaire ou vous décevoir, mais je peux vous dire, on nous demande strictement rien sur ce genre de choses. Et malheureusement, c'est totalement en dehors du champ de nos responsabilités. On est un groupe scientifique. La seule chose qu'on peut nous demander, mais qui sont des données parfaitement publiques, c'est la mise à jour des études, c'est les résultats thérapeutiques publiés pour montrer qu'il y a un grand nombre, majorité de patients guéris et qui reprennent leur vie, mais en dehors de ça, on ne nous demande strictement rien. Ce n'est pas de notre domaine, même si, en tant que citoyen, je suis intéressé de la même manière que vous à cette question du droit à l'oubli. Moi, j'avais eu beaucoup d'espoir lors de la publication d'un essai sur le lymphome diffus à grandes cellules, où les patients qui étaient en rémission depuis 2 ans étaient considérés comme guéris, enfin, ne rechutaient pas. Hein. Alors, oui. C'est pas tout à fait le message. Ah bon. Alors, deux choses. Premièrement, c'était pas le fait que ces patients ne rechutaient pas, c'était que même si certains rechutaient, leur pronostic, donc leur devenir, était comparable à celui de la population générale. Puisque, malheureusement, hein, nous tous dans cette salle, un jour, on va disparaître. Hein. C'est quelque chose dont on est tous certains. Donc, vous pouvez prendre 100 patients qui ont un lymphome, il y en aura toujours quelques-uns qui vont mourir de manière naturelle. Et ce qu'on s'efforce de faire, c'est qu'ils ne meurent ni de leur maladie, ni des conséquences des traitements. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que je pense que les données qu'on a publiées il y a 3-4 ans en collaboration avec nos données de la Mayo Clinic sont de bonnes données. Elles partent de nos databases. C'était totalement non influencé par tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement autre. J'ai vu ce matin des données qu'il faut retravailler et qui, parce qu'on dispose d'un recul un petit peu plus long, alors peut-être biaisé par le type de patient auquel on s'adresse, l'âge, je ne sais pas si Catherine Seban a une idée quand elle a vu ces données ce matin, mais qui nous interpelle comme quoi cette notion, peut-être qu'elle est vraie, mais peut-être que plus on suit les cohortes, peut-être qu'elle n'est pas aussi solide que ce qu'on espérait. Mais de toute façon, ça ne dispense pas nos organismes sociaux et les assurances de s'engager aux côtés des patients pour le droit à une vie normale. Et je pense que le combat que vous menez à France Lymphome Espoir, aux côtés d'autres associations de patients, est essentiel. C'est un combat citoyen. Les données scientifiques, nous, on essaye de les fournir au mieux, mais je peux vous garantir que ni les assureurs ni le ministère de la Santé ne nous interpellent à ce sujet. En fait, pour poser une question plus clairement et plus brutalement que ce qu'a posé Marie-Christine, c'est est-ce que vous, médecins, après avoir traité, là on parle des lymphomes de Hodgkin hein, qui obtiennent un taux de guérison quand même assez élevé, à partir de quand prononcez-vous le mot guérison pour un patient? Parce que c'est ça qu'ils veulent entendre les assureurs, c'est le mot guérison. Mais je peux vous dire, les assureurs, j'en ai fait des certificats et je peux vous dire que j'en ai fait où j'ai marqué, où j'ai cité des publications, où j'ai dit qu'on pouvait considérer tel patient comme guéri. Ça n'a rien changé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un certificat signé par un professeur d'université, spécialiste du lymphome, qu'un assureur. Il travaille sur des bases de données de milliers et de dizaines de milliers de cas. Et de la même manière qu'ils ne veulent pas assurer quelqu'un qui a ce qu'on appelle une autre comorbidité, eh ben, ils feront une surprime à quelqu'un dont ils estiment qu'il y a un risque. Après, tous les travaux qu'on mène sur la qualité de vie à long terme, sur les séquelles des traitements éventuels, sont des travaux importants, mais eux, vous savez, ils ne travaillent pas sur les données médicales, ils travaillent sur les données démographiques. Hein. Et la démographie, ben, elle est, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, malheureusement, elle est... Voilà. Et puis, eux, ce n'est pas des gens,
généreux. Je n'ai rien contre individuellement les gens qui travaillent dans les banques et dans les assurances, mais c'est des gens dont l'état d'être est de faire tourner leur affaire financière, peut-être de le laisser à l'équilibre aussi, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement le principe de la solidarité nationale, qui est quand même un principe qui, en France, ne fonctionne pas trop mal, en tout cas concernant la prise en charge des maladies, ce qui est déjà ça, par rapport à d'autres pays notamment. Si je peux. Dernière question. Il y a deux dernières questions. Bon alors. C'est bon? On m'entend? Dominique Thierry, je suis directrice de l'association Juris Santé. Je voulais réagir par rapport à votre questionnement sur le droit à l'oubli. Effectivement, les lymphomes n'ont pas encore été abordés. À ma connaissance, il y a eu les derniers travaux qui ont été publiés datent de février 2016. Et les groupes de travail ont planché sur un certain nombre de cancers, mais on ne prenait aucun risque. C'est-à-dire les cancers qui ont tenu des délais beaucoup plus courts, c'est par exemple le cancer du sein in situ. Monsieur Salle, je ne me trompe pas, c'est pas un cancer à haut risque si on prend uniquement le cancer in situ, voire le cancer in situ qui a pas dû, enfin pour lequel il y avait juste une radiothérapie, voire pas de radiothérapie. J'ai pas d'expertise dans le cancer du sein, mais voilà. dans la nouvelle classification du lymphome, parce qu'on était sensible à cette question, là c'est bien les experts, on a redéfini le lymphome folliculaire ou le lymphome du manteau in situ comme même pas un lymphome, mais une néoplasie in situ. Justement pour se rapprocher d'un terme qui permette aux assureurs de ne pas déclarer cancer. De ne pas déclarer cancer, voilà. Donc, et effectivement, on a quelques pathologies cancéreuses qui ont été prises en compte. Donc, il y a la thyroïde, le cancer du sein in situ, le cancer des testicules. Pour ces pathologies-là, effectivement, on a ramené le temps du droit à l'oubli à quelque chose de plus court. Il faut que vous sachiez déjà deux choses. C'est que la convention AERAS, qui a été signée en septembre 2015, est déjà obsolète, puisqu'elle a été rendue obsolète par la loi qui est parue en janvier 2016 pour la modernisation du système de santé français. Sauf qu'en ce qui concerne le droit à l'oubli, on attend toujours les décrets d'application. Au jour d'aujourd'hui, les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Alors, on a ce groupe de travail, effectivement, qui a planché sur un certain nombre de cancers. Normalement, ils doivent continuer à travailler, mais effectivement, je dirais qu'ils ne vont pas à un rythme... c'est pas un rythme soutenu au sens où vous aimeriez qu'il soit soutenu. Et puis, effectivement, alors là où les assureurs jouent le jeu, c'est que même si les décrets d'application de la loi ne sont pas sortis, c'est qu'eux, ils appliquent déjà les dernières, enfin, ce qui est paru dans la loi. Donc, à savoir, ce qui était prévu par la Convention AERAS 2015, c'était pour les cancers pédiatriques, c'était que les cancers pédiatriques jusqu'à 15 ans révolus pouvaient bénéficier d'un droit à l'oubli après 5 ans après la fin des traitements. Pour tous les autres cancers, c'était 10 ans après la fin des traitements. Dans la loi qui est parue en janvier, dont je vous rappelle, il n'y a pas de décret d'application à l'heure actuelle, néanmoins on applique. On a décidé que finalement tous les cancers survenus jusqu'à l'âge de 18 ans révolus bénéficieraient effectivement d'un délai pour bénéficier du droit à l'oubli d'un délai de 5 ans. Donc jusqu'à 18 ans révolus. Pour tous les autres cancers, ça reste 10 ans, sauf pour les cancers qui effectivement sont étudiés dans le cadre d'une commission qui est faite en partenariat avec des assureurs, des groupements de patients, des associations de patients et l'INCa. Et là, on attend, la dernière grille que je connais, c'est celle de février 2016. Après, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas bénéficier d'un droit à l'oubli qu'éventuellement votre dossier n'est pas jouable. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec le professeur Salle sur le fait qu'on s'appuie sur des principes de démocratie, etc., pour calculer le risque assurantiel, mais de plus en plus, vous avez des courtiers qui sont spécialisés, qui savent vers quels assureurs se tourner, parce que les assureurs n'ont pas tous la même capacité à gérer tel ou tel risque. Vous avez des assureurs qui sont spécialisés... Dominique. Oui, juste, je t'interromps parce que là, on est en train de déborder sur une thématique qui reviendra tout à l'heure. Okay. C'est passionnant ce que tu dis, mais je te connais. Non, mais juste pour donner l'information. Non, mais là, j'ai fini. Merci. Mais tout à l'heure, vous pourrez reposer les questions à Dominique, puisque
elle est Mais c'est vraiment sur le travail. spécialiste. C'est sur le travail. Oui, mais on peut aussi parler de ça, ça fait partie de la vie. Hein. Dernière question. Bonjour, moi je voulais juste revenir sur les conséquences des traitements sur les lymphomes. Donc je suis un sujet qui a un lymphome, qui a été traité pour un lymphome. Et quand je vous ai entendu parler des troubles de mémoire, et moi j'ai vécu ça juste après les traitements. Et comme je suis formateur de ma vie professionnelle, après tous les traitements, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai terminé mes traitements, j'ai essayé de reprendre ma vie professionnelle. Et là, quand je suis devant les stagiaires, je panique souvent. J'ai des troubles de mémoire récurrentes. Et quand j'ai parlé à mon hémato, il m'avait dit, pour le moment, il n'y a aucune relation entre vos traitements et tout ce que vous vivez en termes de troubles de mémoire, etc. Et moi, je n'avais pas ça avant. C'est juste après les... Alors, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des... Ce qui a été prouvé, ces troubles de mémoire que... Alors, dans mon entourage, avant mes traitements, on parlait tous de que j'ai une mémoire d'éléphant. Et maintenant, je suis devenu, sincèrement, il y a des choses qui m'arrivent que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui a été prouvé dans ce sens. Je crois que votre témoignage est extrêmement important et met en lumière aussi certaines de nos incertitudes à nous, médecins spécialistes hématologues. Première chose, il y a différents traitements pour différents types de lymphomes qui peuvent avoir différentes conséquences. Donc c'est toujours difficile de dire de manière générale, voilà, malheureusement les patients qui ont par exemple un lymphome du système nerveux central, parce que ça touche le système nerveux central, ont probablement et presque toujours plus d'effets sur les troubles de mémoire après les traitements que les autres. De manière plus générale, il y a aussi des conditions pendant les traitements ou dans les mois qui suivent les traitements qui sont liés à des conséquences comme l'anémie, hein, tout simplement, dont on sait que l'anémie empêche une concentration de bonne qualité et de corriger l'anémie, des fois améliore ces choses-là. Après, il y a des choses qui sont plus subtiles, qui sont pour vous évidentes, mais qui sont parfois pas si simples que ça à mesurer. Et là aussi, c'est des travaux à faire de manière multidisciplinaire. C'est d'évaluer avec des gens qui sont spécialistes de la mémoire les effets secondaires des traitements à court terme et à long terme. Je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple. Ça nécessite là encore un engagement de multiples personnes. J'allais vous dire une chose, je m'éloigne un tout petit peu. Vous savez, il y a 20 ans, quand un patient me disait « j'ai un lymphome, est-ce qu'il y a un risque dans ma famille ?» Je disais non, parce qu'à l'époque, ce n'était pas dans les cancers avec une forme de prédisposition familiale. Aujourd'hui, je dis oui, franchement, parce qu'on sait qu'il y a un risque qui est faible, et compte tenu de l'incidence du lymphome, c'est faible, mais on sait que ce risque existe. C'est des données des 20 dernières années qui l'ont montré. Et donc, malheureusement, c'est vrai que pour une personne qui a eu un lymphome, il y a un risque un tout petit peu plus élevé pour un frère, une sœur, un parent proche d'avoir un lymphome. C'est tout petit comme risque, en termes de risque relatif, mais ça existe. Donc, je ne réponds plus non, je réponds ce que je viens de dire là. Pour la mémoire, c'est probablement la même chose. Aujourd'hui, je dis il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de choses comme ça, mais je suis sûr que plus on générera des données, plus on verra cela, ce que vous décrivez, ce que décrivent d'autres patients. Après, la vraie question, c'est d'abord de reconnaître le trouble, de l'identifier, et puis surtout de voir quels sont les facteurs qui ont pu déclencher ce trouble dans nos médicaments, voir si on peut les enlever, voir si on peut continuer de guérir sans faire ces troubles, et essayer de corriger, de donner d'autres traitements, etc. etc. Voilà, il faut d'abord visualiser l'effet secondaire, l'objectiver au-delà du témoignage individuel sur un nombre conséquent de patients, et ensuite voir comment on est susceptible. Et pour ce qui est des troubles de la mémoire, ça nécessite des recours à des spécialistes d'évaluation de la mémoire. Ce n'est pas aussi simple. On le fait dans le domaine des lymphomes cérébraux avec le professeur Hervé Guéquière que vous avez entendu ce matin. Il faut sûrement se mettre à le faire dans d'autres cas, mais c'est un travail de longue haleine. Voilà. Mais c'est important ce que vous dites. Merci beaucoup, Gilles.